Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, moi et mes oreilles de chat. On espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Alors, ne vous inquiétez pas, les oreilles de chat ne me sont pas poussées en une semaine. Juste que j'ai été faire un tour à la Japan Geek Expo hier. On a été faire un tour avec Chéri et les garçons. Et voilà, Chéri a voulu que je m'achète des oreilles de ça. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être rigolo de faire la vidéo avec les oreilles de chat. Donc, voici. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 romans. On va commencer par le plus mitigé pour aller vers le bouquet final, quoi, en fait. Donc, j'ai lu Le berceau des impurs de David Ruiz Martin. C'est un livre auto-édité. J'avais découvert l'auteur avec ses 2 précédents romans qui ont paru chez Tornada, dont je vous ai déjà parlé, sur la chaîne, que j'avais plutôt bien aimé. Et quand il m'a contacté sur Instagram pour me proposer son roman en auto-édition, j'ai accepté, parce que comme j'avais bien aimé, je me suis dit pourquoi pas. Et alors ici, on se retrouve avec 2 personnages, Cameron et Johanna. Ils sont mariés depuis une bonne dizaine d'années tous les deux. Et bon, c'est pas le festival du slip chez eux. Cameron, il est écrivain, son beau-père le déteste. Pourtant, il a sorti déjà plusieurs romans à succès, mais voilà, il ne trouve pas grâce aux yeux de son beau-père. Et avec sa femme, c'est pas ça. Et le roman s'ouvre avec l'enterrement de la sœur de Johanna, Camille, qui est décédée dans un accident de voiture. Johanna est complètement effondrée par la mort de sa sœur. Et donc, pour changer un petit peu les idées de sa femme, il décide, sous les conseils, voire les ordres du beau-père, de se rendre dans la maison familiale sur les bords du lac Clément, afin de pouvoir se retrouver. C'est pas vraiment au goût de Cameron, qui a plutôt des mauvais souvenirs là-bas. Et on devinera un petit peu pourquoi dans la suite du récit. Alors autant j'avais bien aimé les 2 précédents romans de l'auteur, comme je vous l'ai dit, autant ici, ça ne l'a pas trop fait, en fait. Ça ne l'a pas trop fait. Alors non pas que ce soit pas bien écrit, c'est pas la question, mais j'ai eu beaucoup de mal avec les personnages. Et comme je le dis souvent, quand il n'y a pas énormément d'affect avec les personnages, on a un peu de mal avec le roman dans son entièreté, vous voyez. Johanna, je l'ai trouvée très... je trouvais qu'elle en faisait des caisses avec la mort de sa sœur. Alors, elle était effondrée, elle avait plus goût à la vie, c'était extrêmement compliqué pour elle de vivre sans sa sœur. Alors, je peux comprendre qu'on soit dévasté par la mort d'un de ses frères et sœurs, c'est pas la question. On peut être encore plus touché quand c'est un jumeau, par exemple. D'autant plus des vrais jumeaux qui tissent des liens vraiment très très forts avec l'autre. Or là, rien ne nous est dit que Johanna et Camille étaient jumelles. Je trouvais qu'elle en faisait des caisses. Mais vraiment, c'était même limite pas crédible, quoi. On aurait même pu penser que Camille n'était pas sa sœur, mais était autre chose pour elle, de la manière dont elle a réagi au décès de sa sœur. Cameron, lui, au fur et à mesure qu'il passe du temps dans la maison de famille, il commence à entendre des voix, et pas n'importe laquelle. On apprend très vite quelle est cette voix qu'il a dans la tête. Et au fur et à mesure du récit, j'ai trouvé que c'était un petit peu brouillon. On ne savait plus là où était la réalité, là où était ce qu'imaginait Cameron. Alors après, je pense que c'est fait exprès, mais moi, ça m'a perdu complètement. J'ai bien aimé la fin, en revanche. Je l'ai trouvée très visuelle, très... Ouais, c'est ça, très visuel. J'ai parfaitement imaginé la scène dans ma tête et ça aurait très bien rendu dans un téléfilm, par exemple. J'ai bien aimé la fin et cette espèce de... Alors, je vais vous dire, ceux qui aiment les fins claires, nettes, précises, carrées,
Vous trouverez pas ça à la fin. Il y a des petites choses qui titillent un petit peu l'imagination du lecteur, et ça j'ai bien aimé en revanche. Et donc voilà. Mais sinon globalement, j'ai pas vraiment adhéré aux personnages principaux. En revanche, j'ai bien aimé les personnages secondaires, notamment le vieux monsieur qui habite à côté, qui est un voisin, je me rappelle plus de son nom, qui est voisin de la maison de famille, qui est un petit peu l'homme de confiance du beau-père de Cameron sur place. J'ai bien aimé son personnage, à la fois protecteur, à la fois mystérieux, à la fois solide. Il a vraiment un rôle très très important, notamment à la fin. Donc voilà, pour moi c'est un peu mitigé quand même cette lecture. Alors j'en suis désolée pour l'auteur, mais d'après ce que j'ai vu sur Instagram, beaucoup de gens ont adoré. Donc moi ça l'a un peu moins fait. Donc je peux comprendre que ma chronique n'ait pas été partagée, mais voilà. Si vous aimez un peu les ambiances un peu malsaines, un peu dark, on va dire, allez sur le berceau des impurs, parce que je pense que ça pourra vous intéresser, mais en tout cas, moi, ça l'a fait un petit peu moyennement. Ensuite, je suis partie sur complètement autre chose. Je suis partie sur un roman de fantaisie jeunesse, parce qu'on est au mois de mai, c'est traditionnellement le mois de la fantaisie organisé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin, qui a sorti sa vidéo spéciale mois de la fantaisie avec les menus et les catégories. Sauf que bon, tous les ans je le fais, sauf que là cette année les catégories m'inspiraient pas trop, et surtout que j'avais pas spécialement de livres dans ma palle qui pouvaient correspondre aux catégories. Donc je me suis dit bon, mais c'est pas grave, l'essentiel au mois de mai c'est de lire de la fantaisie, même si ça rentre pas dans les cases. Et ben je me suis dit, eh ben tant pis, je lirai de la fantaisie quand même, parce qu'on est au mois de mai, et le mois de mai, c'est fantaisie. Bref, j'ai donc lu La Cité du Savoir de Nadia Coste, publié aux éditions Scrinéo. C'est un service presse numérique que j'ai eu grâce à NetGalley. Le pitch de départ me plaisait bien. On est ici sur une petite île avec des familles de fermiers, des gens très très simples. Et, enfin très simple, on ne peut pas non plus dire que c'est des benets, hein, mais ils vivent leur vie simplement en appréciant les choses de la vie toutes simples. Et le récit s'ouvre avec deux enfants, Sophia, qui a 6 ou 7 ans, je crois, au début du roman. Alors c'est une petite fille qui est très très vive d'esprit. Elle aide son papa à l'imprimerie, donc du coup, elle a appris à lire, elle sait lire. Et on apprend très vite que sur cette île, les enfants qui savent lire, ça occasionne une source de stress pour les parents, tout simplement parce que la grande cité, la capitale, si on veut, Philopolis, envoie périodiquement des gens pour recruter des enfants avec des prédispositions, qui savent lire et qui ont des prédispositions pour la magie des mots. Malheureusement, il y a un revers de la médaille quand vous êtes sélectionné pour partir à Philopolis, vous passez 5 ans là-bas sans revoir votre famille, vous passez 5 ans coupés de tout, et au bout des 5 ans, vous passez votre examen de fin d'études, où vous pouvez accéder à plein de métiers, à plein de métiers dans la haute société de Philopolis. Et malheureusement, si vous échouez à votre examen, vous êtes atteint d'une maladie qu'on appelle la dysphonia. Vous revenez chez vous, parce que vous êtes rapatrié dans votre foyer initial, mais à l'état purement et simplement de légumes. La façon dont l'autrice décrit les gens qui sont atteints de cette maladie et qui reviennent, ils sont purement et simplement à l'état de légumes. Et c'est ce qui est arrivé au frère du meilleur ami de Sophia, Théo.
qui lui n'a pas du tout envie d'apprendre à lire parce qu'il n'a pas du tout envie de finir comme son frère. Et Sophia, elle n'a qu'une envie, c'est de quitter son île et d'intégrer l'école de Philopolis pour apprendre. Elle a une soif d'apprendre vraiment immense. Et donc, elle va passer l'examen, elle va être sélectionnée pour partir à Philopolis, et elle va ainsi partir pendant 5 ans, coupée de sa famille, pour apprendre la magie des mots. Là-bas, bon, elle va se faire d'autres amis que Théo, parce que Théo, lui, ne va pas être avec elle, étant donné qu'il ne sait pas lire. Néanmoins, il va quand même l'accompagner, sans qu'elle le sache, sur l'île de Philopolis, pour jeter un œil sur elle, pour pouvoir la protéger au cas où. Car pour Théo, sa plus grande peur est que Sophia finisse comme son frère. Et voilà, au fur et à mesure du récit, on apprend comment fonctionne la cité de Philopolis, comment fonctionne le système de magie, comment fonctionnent les examens, quelle est la genèse aussi de la cité de Philopolis. Et tout ça pendant facilement les 2/3 du roman. Tout en sachant que là, sur le service presse, le roman fait à peu près 227 pages. Pour un roman, pour un roman jeunesse, c'est quand même assez court. Les romans jeunesse sont assez courts. Mais je trouvais que voilà, l'autrice avait vraiment bien pris son temps pour bien planter son décor, pour bien planter son système de magie, pour bien planter tout ce qui allait être nécessaire pour la fin. Pour le dernier tiers qui s'est déroulé tambour battant. Et je peux comprendre le parti pris de l'autrice, de Nadia Coste, d'avoir pris ce chemin-là pour pouvoir expliquer vraiment, en prenant bien son temps, pour bien expliquer comment ça allait se passer, quels étaient réellement les méchants dans l'histoire. Et Dieu sait qu'ils sont vraiment méchants. Hein. Je l'ai senti venir à un moment dans le récit, j'ai dit, oula, ça pue. Et connaissez mon flair de ça. Mon flair de ça ne me trompe pas. Effectivement, ça puait. J'ai largement préféré. Alors, globalement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé ce roman qui mêle un petit peu la mythologie grecque à la magie. Le système de magie est très intéressant. La description de la ville de Philopolis est hyper visuelle. On se croirait vraiment dans une ancienne cité grecque avec toutes les colonnades, les bâtiments d'un blanc éclatant qui reflètent la lumière du soleil. C'est très très visuel. Le système de magie est très bien décrit. Et j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors le personnage de Sophia m'a grandement tapé sur le système pendant la majorité du roman, car elle était très imbue d'elle-même, très consciente de sa supériorité, de son intelligence supérieure. Parce que c'est vrai qu'elle était très intelligente par rapport aux gens de son île natale, mais elle se prend quand même de grosses claques dans la gueule en arrivant à Philopolis, parce qu'elle s'aperçoit que finalement, elle n'est peut-être pas si intelligente que ça, elle n'est peut-être pas la personne hyper douée qu'elle pensait être. Mais bon, ça s'améliore quand même dans le récit. Les personnages secondaires sont très forts aussi. J'ai beaucoup aimé le clan des voleurs, la guilde des voleurs qui a un code d'honneur, un sacré code d'honneur. Et j'ai beaucoup aimé ces personnages secondaires. C'est très intéressant pour les jeunes. C'est quand même un roman jeunesse. C'est hyper intéressant pour eux, je pense. Donc si vous avez des jeunes 13-14 ans, on va dire, je vous conseille de leur faire lire la Cité du Savoir. Et même pour vous, hein, si vous avez envie d'un petit roman jeunesse qui passe bien, franchement, allez-y, ça vaut son pesant de cacahuètes tout de même, mais vous attendez pas à de l'action pure et dure tout au long du roman. Il faut attendre un certain moment que tout soit bien mis en place par l'autrice avant que ça pète. Voilà. Ensuite, j'ai écouté le tome 2 de The Expanse, La guerre de Caliban de James Corey, que je vous mettrai la petite vignette ici. Vous le savez, dans le dernier Catulu, je vous avais parlé du tome 1 que j'avais adoré.
que j'avais lu enfin, que j'avais écouté assez rapidement, parce que j'avais vraiment adoré. Ici, dans le tome 2, je pense que c'est encore meilleur que le tome 1. On se retrouve sur une planète qui s'appelle Ganymède, qui est vraiment le réservoir de nourriture de toute la ceinture. Mars, la Lune, la Terre, enfin, toutes les planètes qui constituent la ceinture. Et Ganymède est donc le réservoir de nourriture de cette ceinture. Et il va se passer des choses pas glopes sur Ganymède. D'une part, on va assister à l'attaque d'un groupe de Marines martiens par une chose. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est pas extrêmement sympathique étant donné que l'intégralité, sauf une, du groupe de Marines va se faire décimer et il va y avoir qu'une seule survivante, Bobby, qu'on va suivre tout au long du roman. Et parallèlement à cette attaque de soldats, on va assister à l'enlèvement de plusieurs enfants, dont une petite fille qui s'appelle May. Elle a 5 ans, je crois. Et elle se fait kidnapper par une personne qui se fait passer pour sa mère. Donc du coup, quand le papa arrive pour aller chercher sa fille, on lui dit, bah non, sa maman est venue la chercher. Sauf que sa maman, il n'était pas du tout prévu qu'elle vienne la chercher, et surtout que sa maman n'était pas sur Ganymède. Donc, très vite, son papa s'aperçoit que sa fille a été enlevée, et il va tout faire pour la retrouver, bien évidemment, et il va demander, alors pas tout de suite, mais ça vient au fil du récit, il va demander l'aide, bien évidemment, d'un groupe que l'on connaît bien, l'équipage du Rocinante, l'équipage de James Holden, avec Naomi, avec Amos, avec Alex, et Prax va demander l'aide de James Holden et de son équipe pour pouvoir retrouver May et la délivrer des mains de ses ravisseurs. On a également une représentante des Nations Unies de la Terre, en la personne de Chris Jane Avasarala. C'est une vieille dame qu'on donnerait, qui est très chic, on la décrit comme avec beaucoup de prestance, limite qui a un flegme britannique, voilà. Qu'on la voit toute propre sur elle, pas jamais un mot plus haut que l'autre, machin. Sauf que, non. Il se trouve que c'est une vieille dame qui jure, pire qu'un charretier, pire qu'une tribu de dockers. Je peux vous dire qu'elle nous a sorti de ces trucs. Alors, principalement, quand j'écoutais mon livre audio, je l'écoutais aussi en sortant courir. Et il m'est arrivé quand même plusieurs fois de me marrer, de glousser comme une dinde pendant que je courais, parce que j'entendais Sarala qui parlait et qui par moments nous sortait des énormités plus grosses qu'elle. J'avoue que j'ai beaucoup ri. Voilà, on va assister quand même à une sacrée course-poursuite. On va apprendre que finalement l'enlèvement de May, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. L'enlèvement de la petite fille est vraiment un tout petit grain de sable dans le sablier qu'est ce second tome. On a des combats aériens, on a des combats dans l'espace entre plusieurs vaisseaux, on a des combats sur des planètes, il y a des complots, il y a des magouilles, et Dieu sait qu'il y en a. Il y a vraiment beaucoup de magouilles. Et voilà, tous ces personnages vont finalement se retrouver sur le Rocinante. Alors, je ne vous raconte pas quand Avasarala se pointe sur le Rocinante. Je peux vous dire que la première rencontre avec l'équipage et cette vieille dame, ça a fait des étincelles. J'ai beaucoup ri. Et alors, comment vous dire la fin? J'ai écouté la fin, je revenais du sport. Et quand j'ai écouté la dernière phrase, les 2 dernières phrases, je me suis arrêtée en pleine rue. Et on aurait dit un chien de chasse à l'arrêt, oreilles dressées, truffe au vent. Et je me suis dit, quoi?
Allez, non, c'est pas possible, j'ai mal entendu. Je suis revenue en arrière, 2-3 minutes en arrière, et je me suis réécouté la fin. Et j'ai poursuivi mon chemin. Je ne suis pas restée comme une débile toute seule dans la rue en écoutant mon truc. Et là, je me suis dit, ah bah non, j'ai pas rêvé. Et j'ai fait, quoi? Mais c'est quoi cette fin? Mais non! Et voilà, c'est une fin à laquelle je ne m'attendais absolument pas. C'est un retournement de situation que personnellement, je n'ai absolument pas vu venir, mais qui m'a donné envie d'écouter le tome 3 immédiatement. J'ai commencé le lendemain, je ne le cache pas, mais... oh, donc là, je vous dis, je suis en écoute du tome 3. Il me reste, je crois, 2h20 d'écoute. Il ne me reste plus grand-chose, mais je me régale, encore une fois, avec ce tome 3, mais je vous en parlerai plus avant dans la vidéo de la semaine prochaine. Et enfin, je vais terminer par une valeur sûre, le must du must, la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, comme disent les Anglais. Il s'agit du tome 10 des Chroniques de Sainte-Marie au Laker de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. Si vous me suivez depuis un moment sur la chaîne, vous savez que c'est ma saga chouchou de chez Chouchou de tous les temps. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup. Je me suis énormément attachée au personnage depuis 10 tomes. Autant vous dire que ça crée des liens. Et qu'à chaque fois que je referme un des tomes, je suis triste de les quitter. Et quand j'en commence un nouveau, je suis extrêmement contente de les retrouver. Donc ici, dans ce tome, Maxwell va prendre une décision sans appel. Elle va échafauder un plan pour enfin mettre la main sur celui le type qui les enquiquine depuis 10 tomes, qui leur cherche des noises, qui a semé la mort et la terreur dans tout Sainte-Marie pendant 10 tomes, et elle échafaude un plan pour pouvoir mettre la main sur lui. Alors, on sait qu'elle a échafaudé ce plan, qu'elle en a parlé au directeur de Sainte-Marie, on sait qu'elle en a parlé à son mari Léon, on sait qu'elle en a parlé à quelques personnes de l'Institut, mais on ne sait pas exactement quel est ce plan. Et donc, on suit Max dans cette aventure. Je ne vais pas vous dire dans quelle aventure pour pas vous spoiler, mais on va la suivre dans cette aventure, dans ce plan qu'elle a imaginé pour mettre la main sur Clive Ronan. Et autant vous dire que le plan sur le papier, ça marchait comme sur des roulettes, sauf que, bien évidemment, c'est Sainte-Marie et rien ne se passe comme prévu. C'est normal, à chaque fois qu'il saute dans le passé, il y a toujours une couille. Puis la couille est proportionnelle aux emmerdes, hein. Alors, autant vous dire qu'il y a des fois, c'est des petites coucougnettes, comme des raisins secs, comme des fois, ça peut être le gros melon. Vous voyez un peu le genre d'emmerde qui les attend. Donc ici, encore une fois, Maxwell va devoir, une fois encore, se sortir de situations rocambolesques qui peuvent sembler désespérées de prime abord. Et au second abord, elles le sont, désespérées, mais elle arrive toujours à s'en sortir. Bon, il arrive quelquefois qu'elle perde certaines plumes, mais elle arrive toujours à s'en sortir. Il se relève toujours parce que c'est Sainte-Marie. C'est un jour couché, mais toujours debout. Il se relève toujours avec plus ou moins de difficultés, avec plus ou moins de blessures, avec plus ou moins de côtes cassées, mais ils arrivent toujours à se relever. Et c'est ce que j'aime dans ces personnages, c'est que même si la situation est désespérée, même s'ils perdent des êtres chers, et Dieu sait qu'ils en ont perdu pendant ces 10 tomes, il y a des gens, il y a des personnages forts qui sont morts,
Et même si c'est très difficile de leur dire adieu, ils arrivent toujours à se relever. Et ça, c'est une force de résilience qui est vraiment exceptionnelle chez ces personnages-là. Et une fois encore, dans ce roman, on va voyager dans l'Angleterre du XIVe siècle. On va voyager en Égypte. On va voyager dans le Crétacé. Encore une fois. Parce que là, vous voyez les œufs, des œufs de dinosaures. Et ici, là, sur la couverture, vous voyez le quartier général de la police du temps qui va avoir un rôle assez prépondérant dans ce tome-ci. Je ne vous dis pas lequel. Je vous encourage seulement à vous jeter dessus car c'est encore une fois des aventures palpitantes. On rit beaucoup encore. Et j'ai hâte, encore une fois, de me plonger dans le dernier tome qui est ici, là, que vous voyez ici. Là, vous avez la collection au grand complet des chroniques de Sainte-Marie. Si vous n'avez pas encore découvert cette saga, eh ben, dépêchez-vous de la découvrir, sinon je vous envoie la police de Booktube. Voilà, non, je rigole. Je plaisante. Je ne vous enverrai pas la police de Booktube pour ça. Mais franchement, allez-y, jetez-vous sur cette série pour la découvrir. Franchement, vous ne serez pas déçus. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu cette semaine. Et si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. Je vous souhaite de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!